expliquer, vous donner quelques conseils. Donc nos conseils pour un web séminaire réussi, c'est de vous connecter déjà en filaire plutôt qu'en Wi-Fi. Vous savez que la connexion, quand vous êtes connecté directement à votre câble Internet, est meilleure que si vous êtes en Wi-Fi. En tout cas, vous avez moins de risques que ça bug. Donc, je suis désolé, il y a une personne qui était bloquée. Voilà. Utilisez plutôt un ordinateur ou l'application mobile qui est dédiée plutôt que de passer par une tablette ou autre. Les navigateurs qui fonctionnent le mieux sont Chrome ou Firefox. Après, si ça fonctionne bien pour vous avec Internet Explorer, faites-le avec Internet Explorer, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que on a pu constater que c'était mieux avec ces navigateurs-là. Si vous avez d'autres applications qui sont ouvertes de type Skype, Outlook, Pare-Feu, voilà, tout autre flux d'informations qui va utiliser votre bande passante, je vous conseille de les désactiver parce que ça peut prendre effectivement de la bande passante et limiter la qualité du web séminaire. Au niveau du son, bon, moi j'ai un casque, après tout dépend de qui est-ce que vous avez autour de vous et du son dont vous avez besoin. Donc je vous conseille également de vous mettre dans un lieu plutôt au calme pour pouvoir écouter ce web séminaire tranquillement. Donc, en tant que participant, c'est important d'avoir en tête que là, vous n'avez pas accès aux fonctions de caméra et de micro. Vous avez accès au son, donc vous pouvez nous entendre, vous pouvez nous voir. Là, Valérie, moi-même et puis Grégory tout à l'heure pour la présentation. Et vous pouvez discuter dans le chat, dans la partie conversation. Donc voilà. Ici, vous voyez les choses auxquelles vous avez accès. Tout en haut, à gauche, vous pouvez régler le volume de votre casque ou de vos haut-parleurs si jamais le son est un petit peu bas. Il faut que ce soit de couleur verte et il faut que les petites barres soient marquées pour que ça fonctionne. La présentation, vous la voyez en ce moment même, hein, c'est ce qu'il y a au milieu. Et puis, nous, on va transmettre vos questions à l'intervenant dans une partie que vous ne voyez pas, pour que lui n'ait pas à surveiller le chat, mais du coup, dans la partie conversation qui est en bas à droite, là, vous pouvez poser toutes vos questions et du coup, on les transmettra avec Valérie. À quelques moments pendant ce web séminaire, on va vous proposer des sondages. Donc, vous allez voir apparaître sur l'écran une petite fenêtre avec une question et il y aura une réponse à choisir parmi 3 ou 4 propositions. L'idée, c'est de le faire assez rapidement. Donc, dès que vous voyez cette fenêtre, vous allez cliquer pour répondre au questionnaire qui vous permettra un petit peu de pouvoir répondre à la question. Vous pouvez, si vous voulez personnaliser un petit peu, vous pouvez également activer modifier la taille et la couleur de la police dans votre chat, dans la partie du chat, et donc du coup avoir le texte en plus gros et puis modifier la couleur pour qu'on puisse vous identifier. Je continuerai du coup ma petite partie sur une présentation du dispositif Tous sur le web. Le dispositif Tous sur le web, c'est un dispositif qui a été constitué sur différentes étapes. Donc on a des étapes qu'on a jugées nous incontournables, donc de visibilité sur le web, à savoir les incontournables Google My Business et TripAdvisor. Avoir un bon site web, qui est une base indispensable aujourd'hui. Développer ses ventes sur le web, c'est un peu la thématique de la commercialisation en ligne et de la distribution. Développer ses ventes par la relation client, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Grégory. Et puis développer ses ventes par les médias sociaux. Donc c'est quelque chose qu'on a voulu faire un déroulé logique un peu par ordre de priorité, toutes les choses qui sont à faire avant d'aller plus loin. C'est une démarche qui est collaborative. On a des offices de tourisme qui sont partenaires de cette démarche. On en a 8 en Isère et également dans les filières professionnelles. Donc n'hésitez pas à aller demander à votre office de tourisme. Vous avez également des animateurs numériques qui peuvent vous accompagner dans toutes ces démarches. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Et je passe la parole à Valérie pour la suite.
Merci Johan. Dans l'un, c'est la même chose, vous avez des référents aussi locaux hein, dans vos offices de tourisme. Vous découvrez leurs photos avec leur zone de compétence donc de couleur orangée. Pour les zones grisées, pour le coup, un tourisme peut être le relais pour toutes vos questions en la matière. La démarche dans le département là, ça est coordonnée via le collectif donc Instinct Numérique, dont vous voyez le logo ici sur ce support. Pour ce programme de web séminaire dans 2019, vous voyez qu'on traite en fait chaque mois un sujet différent. Pour la prochaine, ce sera donc bien commercialiser son activité en ligne qui se déroulera donc le mercredi 20 novembre. Exceptionnellement, ce web séminaire se déroulera à partir de 10h. Mais nous aurons l'occasion de communiquer à nouveau dessus. Découvrir Facebook Ads qui se déroulera le mardi 10 décembre. Donc aujourd'hui, c'est comment fidéliser ses clients avec Grégory de l'agence Logitourisme. Qui va donc vous faire la présentation, qui se tient à votre disposition après le web séminaire pour répondre à toutes vos questions que vous nous aurez donc transmises par le chat. A posteriori, donc, nous vous enverrons le support de présentation, le lien vers le replay et également un questionnaire de satisfaction. Je profite également pour remercier Frédéric de l'Office de tourisme Pays de Bâgé Pont de Vaux qui a organisé au sein de ses locaux une vidéoprojection. Voilà, un petit coucou à la salle et merci de jouer aussi ce jeu-là au niveau des offices de tourisme. Comme ça multiplie aussi le nombre de destinataires. Voilà, il me reste à vous souhaiter un très bon web séminaire et puis n'hésitez pas à vous poser vos questions dans le chat. Voilà, je laisse la parole à Grégory que vous apercevez donc avec sa webcam. Je vais déconnecter la mienne et c'est parti. Merci. Grégory. Bonjour à tous. Voilà. Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce moment que nous allons partager ensemble autour de la fidélisation et de la gestion de la relation client. Donc j'espère que tout le monde m'entend bien. Euh, donc avant toute chose, je vais commencer par me présenter. Donc je m'appelle Grégory Jarose et dans le cadre de cette intervention, je représente la société Logitourisme. Et moi je suis originaire de la région Nord, donc je suis le responsable de l'agence de Lille. Euh, J'interviens en tant que consultant formateur pour Logitourisme et j'interviens régulièrement en tant que formateur d'ANT, d'animateur numérique de territoire. On connaît beaucoup de monde dans vos régions. Euh, et également sur tout ce qui est exploitation des outils numériques pour les stratégies web, mais également l'accueil et la boutique. Et enfin, tout ce qui est outils de communication et stratégie de marque. Avant d'être chez Logitourisme, j'ai travaillé pendant 18 ans chez un grand distributeur qui s'appelle Auchan et j'étais responsable marketing pour les produits culturels. Et donc la GRC ou la gestion de la relation client et la fidélisation, je connais bien. Même si évidemment on n'est pas sur les mêmes considérations dans le tourisme parce qu'on n'a pas nécessairement des cartes Accor ou des cartes Carrefour ou des choses comme ça. Mais globalement, on verra que euh, la fidélisation, c'est vraiment une stratégie qui est à bâtir. Juste pour terminer la présentation sur l'entreprise, donc je voulais souhaiter parler de Logitourisme, qui est donc une agence de conseil et de formation numérique. Donc, comme je vous l'ai dit, on est un organisme de formation et nous formons régulièrement tout un tas de personnes sur des sujets relatifs au e-tourisme. Donc ça va de l'ANT jusqu'à la gestion des réseaux sociaux, la création de sites internet, etc. À côté de ça et parallèlement, on a également une branche commerciale qui est une agence de communication web qui s'appelle Yata, qui est spécialisée en création de sites internet et en réalisation de médias. Donc on a une équipe de techniciens qui produisent du contenu et qui produisent des sites internet. Et nous, on est là en support sur notre connaissance marketing. On part du principe que pour être de bons formateurs et de bons consultants, on doit savoir de quoi on parle. Et donc pour savoir de quoi on parle, mais on doit pratiquer. Enfin, nous gérons un blog numérique qui est pour le coup un blog créatif
qui permet de découvrir tout un tas de petites astuces ou des petites choses ou actualités sur le numérique et la façon de gérer soit un blog, soit la photographie, soit une stratégie de contenu. Et je vous invite à passer nous voir. C'est un blog qui distribue simplement des petites infos, des bonnes pratiques en fait sur la gestion des réseaux et des sites internet. Très bien. Nous allons donc passer maintenant dans le dur du sujet, dans le vif du sujet, donc sur la fidélisation client. Et la première question, c'est pourquoi fidéliser ses clients? Quels sont les enjeux d'une fidélisation client qui est bien réalisée? La première des choses, c'est que clairement, fidéliser, ça coûte moins cher qu'acquérir. On le sait, on en parle souvent. On parle de lorsqu'on a déjà un client et qu'on le fait revenir ou qu'on le fait reconsommer, globalement, ça coûte 5 fois moins cher que de conquérir un nouveau client. Tout ça est évident puisque on n'a pas les mêmes moyens à mettre en place. Lors de la conquête, lorsqu'on est sur une stratégie agressive de recherche de clients, on va devoir faire des efforts financiers. On va devoir mettre de la publicité en place ou des stratégies, en tout cas de lead et de recrutement, qui donc, elles, ont un effet financier assez fort, un levier financier assez fort. Donc la fidélisation, c'est quelqu'un qui est déjà chez nous et qu'on va faire revenir. Donc fatalement, tous les outils qui ont été mis en place pour recruter sont déjà mis en place pour fidéliser. Donc la fidélisation, de ce fait, mathématiquement, coûte bien moins cher. On dit jusqu'à 5 fois moins cher. Pardon. La fidélisation permet aussi de rationaliser l'usage client. Qu'est-ce que j'entends par rationaliser? Bien, tout simplement, c'est que lorsqu'on a des clients qui reviennent chez nous, on va pouvoir leur... Je dis bien clients, je sais que ça peut perturber certains, excusez-moi, je sors du truc, mais pour moi, des personnes qui consomment chez nous, des touristes, sont des clients parce qu'ils vont consommer, donc on doit avoir cette vision client et plus simplement touriste sur le sujet. Donc, quelqu'un qui revient chez nous va reconsommer autrement. Quelqu'un qui est habitué, alors qu'on soit un hôtel, qu'on soit une chambre d'hôte ou même un office de tourisme, quelqu'un qu'on a réussi à faire venir et qui reviendra va consommer autrement et on peut lui donner des produits à plus forte valeur ajoutée. C'est de ça dont je parle dans la rationalisation. Par exemple, j'ai eu l'expérience de découvrir un gîte qui, la semaine, ne travaillait qu'avec des professionnels, des commerciaux, des personnes qui étaient sur la route et qui donc se déplaçaient beaucoup et qui faisaient étape dans ce gîte. Et en fait, ça a permis à cette personne de se rendre compte que pour être intéressante, il fallait qu'elle ait des prix et des services qui soient adaptés à des commerciaux la semaine. En revanche, ce qu'elle a réussi à créer, c'est à proposer des produits à plus forte valeur ajoutée le week-end et faire revenir ces personnes qui venaient la semaine, les faire revenir avec leur épouse le week-end en leur vendant des produits un peu plus chers, avec d'autres services plus onéreux et qui avaient une meilleure rentabilité. Donc le fait de faire revenir des clients peut permettre de fidéliser donc et surtout de rationaliser, de permettre d'aller chercher une valeur ajoutée plus élevée. La fidélisation aussi permet une meilleure résistance au prix. Par exemple, on le sait, on le voit, si je vous parle d'Apple, les clients d'Apple, alors on va pas tergiverser sur pro Apple ou pas, mais en tout cas on sait que les fidèles d'Apple sont prêts à payer beaucoup plus cher des produits. Ça signifie donc qu'à un moment donné, quand on est fidèle à une marque ou une enseigne, on est prêt à payer plus cher parce qu'on est convaincu et pas simplement de la qualité ou de la résistance du produit, ou en tout cas, on appartient à une marque, on s'identifie à cette marque, et le fait d'être fidèle permet donc une meilleure résistance au prix, on sera moins impacté par des produits moins chers parce qu'on souhaite le produit ou le service d'une marque. Quand je parle d'une marque, encore une fois, on ne parle pas que d'une marque de vente, on parle également d'une marque de destination ou tout simplement d'un gîte ou d'un hôtel. Un client fidèle, et ça c'est très très important, sera votre ambassadeur. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que à partir du moment où un client
revient chez vous, c'est qu'il a épousé certaines valeurs, certaines choses qui vous caractérisent. Et ce qui signifie que, de ce fait, ben, il sera capable de faire le bouche à oreille, de faire c'est lui qui sera, quand on parle d'ambassadeur, c'est quelqu'un qui va parler de vous en bien, qui va, pourquoi pas, venir témoigner, pourquoi pas même sur les réseaux sociaux, parfois vous défendre sur certains sujets. Donc, un client fidèle sera votre ambassadeur et ça, c'est très très important. C'est important de le travailler parce que c'est une nouvelle forme de communication. Le bouche à oreille, enfin, aujourd'hui, les réseaux sociaux, la relation client, c'est simplement le bouche à oreille d'antan. Donc, c'est très très important de pouvoir continuer à fidéliser sa clientèle afin d'en créer des ambassadeurs un peu partout. Et enfin, un client fidèle sera moins sensible à la concurrence. On l'a dit, il a une meilleure résistance au prix. Or, souvent, lors de la recherche d'un nouveau prospect ou d'une nouvelle personne que l'on veut recruter en termes de clientèle, eh bien, on va faire peut-être un appel prix, une incentive prix. Or, quelqu'un qui est déjà fidèle a une meilleure résistance au prix. Quelqu'un qui est déjà fidèle partage des valeurs qui sont communes. Donc, en fait, un client fidèle sera bien moins sensible à la concurrence. C'est pour ça que la fidélisation est très très importante pour un client. Parce qu'on sait qu'il va nous rester fidèle, il va être beaucoup moins volatile, et c'est ce qui fait aussi qu'il va avoir une consommation plus stable. C'est pour ça que c'est intéressant. On se rend compte aujourd'hui, si on parle de grande distribution, vu que c'est un petit peu là d'où je viens, enfin, l'intérêt de conserver un client fidèle, c'était surtout de s'assurer qu'il reviendrait tout le temps et qu'il aurait un mode de consommation assez stable. Alors qu'une nouvelle clientèle, qui change régulièrement, apporte une non-stabilité. J'espère que tout le monde m'entend bien et que tout se passe bien. C'est un petit peu difficile, il faut l'admettre, de parler seul. J'ai l'impression d'être un spationaute qui est dans l'espace. La fidélisation, en tout cas, c'est simplement la gestion d'une relation client réussie. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que globalement, on parle de fidélité, mais la fidélisation, c'est vraiment le résultat d'une gestion et pas un outil. La relation client est là pour parler du client et l'un des attraits de la gestion client, c'est la fidélisation. Donc c'est très important de revenir au sens primaire et de repositionner le client au centre de vos intérêts. Le client, c'est véritablement votre fer de lance et il faut bien se repositionner dessus afin de le connaître de manière optimale. Alors pourquoi on parle de gestion de relations clients de plus en plus, hein, c'est quelque chose qui est vraiment passé au centre de l'intérêt. Dans tous les cas, c'est parce que le marketing de masse n'a plus beaucoup raison d'être aujourd'hui. En fait, il y a quelques années, on disait ce produit-là est top, achetez-le, ou ce service-là est top, notre destination est top, venez chez nous, tout le monde aime, on faisait une bonne campagne de publicité, on montrait des belles photos, et ça suffisait. On disait qu'on était les meilleurs, que la météo était la plus belle, que nos services étaient les plus sympathiques, qu'on était les plus sportifs, bref. On avait un marketing de masse qui aujourd'hui a complètement changé, puisque globalement, on voit que la clientèle a changé, que les usages également. Aujourd'hui, un consommateur cherche et compare dans un panel d'offres qui est complètement excédentaire. On le voit aujourd'hui, tout un tas de services disponibles, tout un tas d'opérateurs, les OTA qui s'y mettent. Donc, on a vraiment une offre qui est supérieure aux besoins clients. Et le client, lui, souhaite une offre qui lui corresponde complètement. Il est devenu beaucoup plus exigeant, notamment une exigence qui a été renforcée par ce fameux bouche à oreille dont je parlais tout à l'heure, qui est aussi l'avis client. Aujourd'hui, un consommateur va se renseigner en amont. On le fait tous. Si je prends par exemple, vous devez acheter un frigo. Aujourd'hui, comment vous allez faire? Vous n'allez pas vous contenter d'aller chez le spécialiste du coin. Vous allez commencer par faire une veille sur Internet. Vous allez regarder un petit peu les prix, vous allez regarder les différents modèles, vous allez regarder les avis clients. Vous allez vous forger un avis avant de connaître le produit. Parfois même, vous serez plus en connaissance sur un sujet particulier que le vendeur lui-même. Hein, si je reste sur mon frigo, vous connaîtrez au moment où vous en avez besoin, vous allez tellement chercher que vous allez connaître la différence entre le froid brassé, le froid ventilé, les différentes
niveau de consommation. Donc, vous voyez, quand on recherche quelque chose, aujourd'hui, on cherche une offre qui nous correspond totalement et donc pour laquelle on aura eu un vrai travail en amont de recherche et de compréhension. Donc, le client n'est plus, le consommateur n'est plus aussi sensible qu'avant à une simple offre marketing directe. Le consommateur a vraiment établi une recherche très forte. C'est pourquoi il faut travailler de plus en plus une offre qui semble, parce qu'une offre faite sur mesure, tout le monde le souhaiterait, mais qui semble en tout cas être sur mesure, avec un panel de possibilités qui soit important, parce que le consommateur, lui, s'estime unique. Il veut du personnalisé, être VIP. Il veut être vu comme quelqu'un pour lequel on va faire une offre vraiment sans couture. On le voit, mais ça se traduit dans tout un tas de domaines. Par exemple, l'automobile, les fameuses DS3, je pense, de Citroën, qui, avec des toits qui sont évolutifs, qui changent. Aujourd'hui, on peut vraiment changer, lors de la constitution, sa voiture en changeant les jantes, en changeant les côtés des rétroviseurs, en changeant la couleur du toit, avec des bitons, enfin, des choses en plusieurs couleurs. Donc, vous voyez, ou Nike, tout simplement, hein, qui est aussi une marque très connue, qui fait de plus en plus de produits sur mesure avec des couleurs pour les baskets, par exemple, où on peut choisir sa couleur pour vraiment la personnaliser. Donc en fait, le client a une vraie volonté de personnalisation de son produit. Ça signifie qu'il faut, dans le cadre de cette gestion de la relation client, établir une stratégie de fidélisation. Et cette fidélisation passe d'abord par revenir sur des basiques et sur des fondamentaux qui sont importants. La première des choses, parce qu'en fait, on est souvent on est dans notre activité et parfois on oublie de prendre du recul. On a plus le temps, on est dans le quotidien, on est dans l'action. Et conclusion, on a oublié de prendre un peu de hauteur et ça, il faut revenir là-dessus pour refaire un tour d'horizon afin de bien connaître son offre et de bien regarder comment la concurrence a évolué. Aujourd'hui, on le voit et on le dit pour les hôtels, l'émergence des Airbnb et de toutes ces choses sont pour certains une vraie calamité. Mais aujourd'hui, ça existe, donc on ne peut plus jouer la politique de l'autruche. Il faut observer complètement sa concurrence, la regarder et de voir ce qu'il propose. Copier, c'est bien. Copier, c'est intéressant à partir du moment où eh bien, ça sert à faire évoluer sa propre offre. Ça permet de voir également l'évolution du marché. Donc, la première des choses, c'est de bien regarder sa concurrence, de bien regarder ses produits et son offre produits et services, afin de s'assurer que on reste dans les termes du marché, qu'on n'a pas une forme d'obsolescence de notre offre, parce qu'on est resté sur des fonctionnements qui datent un peu. Il faut avoir une bonne connaissance également de sa clientèle. On se rend compte que il faut être à l'écoute pour bien connaître son client. Et aussi reprendre de la hauteur pour voir l'évolution de sa clientèle. Moi, par exemple, je suis également propriétaire d'un gîte et que j'ai ouvert maintenant il y a 1 an et demi. Et lorsque j'ai créé ce gîte, la situation géographique du gîte me faisait penser que ma cible principale serait une cible néerlandophone, puisque je suis du nord de la France et j'habite juste à la frontière belge. Donc, serait une population plutôt type belge ou néerlandaise, donc néerlandophone, et plutôt située autour du cyclotourisme, parce qu'on a un Ravel qui passe juste derrière chez nous, et donc on avait bâti toute notre stratégie de communication autour de ça, et donc également de services en proposant un garage à vélo sécurisé, un système pour nettoyer les vélos, enfin plus facilement. Et voilà, on avait bâti toute notre stratégie client autour de ce cycle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on acceptait également les animaux. Et on s'est rendu compte, et c'est là où c'est important de reprendre du recul régulièrement, qu'en définitive, la cible prioritaire qu'on s'était fixée, c'était pas la bonne. En définitive, les cyclotouristes, il y en a, mais il y a beaucoup plus de couples, de personnes qui viennent avec des animaux, parce qu'on est pet friendly, qui viennent avec des chiens surtout, hein, qui vient chez nous. Notre cœur de clientèle n'est pas du tout celle qu'on imaginait. Et ça, on l'a vu qu'a posteriori de manière empirique.
Donc c'est important de revenir à un moment donné sur la connaissance client et c'est le fondamental, c'est sur le terrain, là, c'est vraiment de la prise en compte, j'allais dire manuel, un recueil manuel des informations, euh, afin de s'assurer de ce que produit, enfin de ce que recherche le client. Et donc, il faut parfois revoir complètement sa stratégie client parce qu'elle a évolué, parce qu'elle a changé. On le sait aujourd'hui, nos clients consomment de plus en plus via Internet. Est-ce que vos sites Internet sont à jour? Est-ce qu'ils sont mobile first? Est-ce qu'on a une bonne visibilité? Est-ce que l'ensemble des produits sont là? Vous voyez, c'est très très important de pouvoir se positionner. En tout cas, ça signifie donc qu'il faut vraiment revenir sur tous ces basiques. La gestion de la relation client, c'est pas un outil, c'est pas une succession d'outils qui seront performants. C'est avant tout un état d'esprit et de se repositionner, et de repositionner le client au cœur de vos réflexions. Une fois que vous aurez identifié réellement vos clients, vous aurez pu les resegmenter. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir créer réellement un marketing qu'on appelle différencié. On ne parle pas de la même manière à une cliente qui a 80 ans et qui vient pour se reposer avec ses petits-enfants qu'à une jeune fille ou à un homme. L'exemple là, pour le coup, c'était juste une illustration, qui vient faire du kitesurf. Donc, il faut vraiment revoir complètement et bien s'assurer qu'aujourd'hui, on a une segmentation client et que surtout, une fois que cette segmentation client-là est prise en compte, eh bien, on peut la visualiser. Donc, ça signifie que pour pouvoir connaître ses clients, ben, bien sûr, on peut avoir les deux, évidemment. Et dans tous les cas, on peut avoir les deux. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'une segmentation client est importante parce que on doit communiquer, on doit connaître ses clients et ses consommateurs afin de bien communiquer avec eux. Et ça signifie qu'on va pas, par exemple, si on se décide de dire que dans le cadre de la fidélisation ou simplement de la GRC, je veux communiquer à une segmentation client particulière, je ne vais pas raconter les mêmes choses et leur dire les mêmes choses. Donc je ne vais pas avoir, par exemple, une newsletter particulière, euh, enfin une newsletter qui sera trop générique. Si on est trop générique, excusez-moi, si on est trop générique, on ne parle à personne. Donc on va essayer d'avoir une information qui va être vraiment spécifique à l'une ou l'autre des cibles. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un nombre de cibles qui doit être mesuré. On ne peut pas parler à tout le monde. Et vient ma question, c'est vous, combien, par exemple, avez-vous aujourd'hui de cibles identifiées? Alors je laisse quelques minutes pour répondre, enfin quelques secondes pour répondre. Très bien, donc on voit, je ne sais pas si les votes sont terminés. En tout cas, ce dont on se rend compte, c'est que on a un nombre de cibles qui est limité, comme on l'expliquait. Se dire je communique à tout le monde, c'est bien, ça peut être, c'est louable. En revanche, le danger, ça signifie que en communiquant à tout le monde, ben, on communique à personne parce qu'on aura des termes qui seront tellement génériques que ça risque de ne pas concerner nécessairement les personnes. Si j'ai vous voyez, on voit bien là aujourd'hui sur le slide, on voit qu'on est sur deux types de segmentation complètement différentes, hein. Une personne âgée qui sera plutôt tentée par la culture ou le slow tourisme et des sportifs. On va pas parler de la même manière à ces personnes. Ça signifie qu'on va devoir avoir plusieurs billets pour leur parler. Alors, ça signifie pas que on va rejeter l'un ou l'autre, hein, de ces segments, mais simplement qu'on va leur parler de manière différente à différents moments. Et c'est pourquoi il est important de revoir complètement sa segmentation client.
Une fois qu'on voit qu'on connaît ses clients, bah, ça nous permet à un moment donné de valoriser ces avantages concurrentiels défendables. Qu'est-ce que j'entends par avantages concurrentiels défendables? Ben, c'est que comme on a une vision accrue de ses clients, qu'on connaît, on sait par exemple, je l'ai vu là, on oscille entre 3 et 4 cibles réellement. Ça veut dire qu'on peut leur apporter une vraie valeur. Et quand on parle de fidélisation, c'est quelle est la valeur qu'on va pouvoir leur apporter réellement qui va toucher. Par exemple, si je reste toujours sur mon exemple, qu'un exemple vrai, je ne dis pas que je fais bien les choses, mais que en tout cas j'essaye, c'est que quand on parle de mon cas qui est sur les différentes cibles que j'ai, quand on parle de cyclotourisme, on se dit que les valeurs, enfin les avantages concurrentiels qu'on va pouvoir mettre en place, par exemple, c'est de se dire, on va mettre un garage sécurisé parce que les vélos coûtent plutôt cher, qu'on ne sait pas toujours où les ranger. Ça peut être un avantage concurrentiel défendable par rapport à votre concurrence, en fait. Vous allez apporter des solutions ou des services complémentaires parce que vous avez une meilleure connaissance de votre clientèle. Si je suis pet friendly, donc j'accepte les animaux, la chose qu'on peut mettre en avant, c'est j'ai un jardin privatif qui vous est réservé, qui est complètement clos, les animaux seront complètement en sécurité. J'ai également un petit sas qui permettra de éventuellement d'essuyer les pattes de l'animal avant de rentrer dans le gîte ou dans l'établissement. Vous voyez, en fait, la connaissance de sa clientèle pure, ça permet d'inventer des services qui vont être vraiment une façon de se démarquer par rapport aux autres. On se rend compte aujourd'hui dans l'évolution des clientèles aussi, qu'on a beaucoup de trailers, de personnes qui adorent courir, qui adorent courir dans la forêt, dans la nature. Il y a peut-être des choses à mettre en place lorsqu'on se rend compte que cette population-là, elle est chez moi, c'est ma cible. Je vais leur parler running, je vais leur parler des bons plans, des bonnes courses à faire, des événements un peu sportifs qui ont lieu autour. Voilà, c'est comme ça qu'on crée des vrais avantages concurrentiels. De bien connaître sa cible et de bien l'avoir segmentée permet de lui parler réellement de manière optimale. Il est important aussi de connaître les écarts entre la qualité offerte et celle perçue. Trop souvent, on a tendance, et on le dit souvent, ça c'est l'une des bases aussi et l'une des raisons de la vie client et de l'importance de la vie client, c'est que euh, on voudrait être quelque chose. Il y a une différence de perception notable entre ce que je voudrais être, donc c'est comment j'imagine mon action, mon activité, c'est comment j'imagine simplement je sais pas, mon gîte, mon camping, mon, mon hôtel. Donc c'est ce que je voudrais être, c'est l'image que je souhaite donner. Il y a donc une différence entre ce que je voudrais être, entre ce que je suis réellement et surtout ce que les autres pensent de moi. Et donc ça, c'est une vérité qui est importante à reprendre en compte parce que trop souvent, on a une image assez fermée de ce qu'on offre et de ce qu'on propose, on a une image de notre qualité. Et en fait, en ne regardant pas les avis clients, on ne se rend pas nécessairement compte des choses qu'on met réellement en avant. Et éventuellement, on a des axes de progrès qui seront donnés et où euh, je suis désolé, j'ai oublié par contre un sondage juste avant qui était relative à vos cibles clientèle, excusez-moi, qui était est-ce que vous avez des avantages concurrentiels définis pour vos cibles? Très bien. Ok, super. Donc on voit réellement que beaucoup d'entre vous, par la connaissance accrue de vos clients, vous avez des avantages concurrentiels. Et ces avantages concurrentiels que vous avez mis en place, ça me permet de refaire le lien. Attention parce que parfois vous pensez que ce sont des avantages concurrentiels forts et peut-être que la perception client n'est pas la même. Et donc je reviens sur la différence entre ce que je pense être, ce que je suis, ce que les autres pensent de moi.
C'est vraiment très important parce que on met en place des choses, évidemment, on met les choses en place, on est des grands professionnels, donc on met toujours les choses qu'on estime être le mieux pour notre clientèle. Mais la vraie connaissance client, ça se base aussi sur enfin, sur la lecture et l'interrogation par rapport aux avis clients post-séjour. Donc, avec une vraie obligation de s'occuper de ces fameux avis clients, qu'ils soient sur Google, qu'ils soient sur Facebook, qu'ils soient sur TripAdvisor. Et là, j'en viens à ma troisième question, mon troisième sondage, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous regardez vos avis clients? Alors, il y a différentes possibilités. Est-ce que vous regardez, est-ce que vous répondez, est-ce que vous les regardez déjà? Est-ce que vous les répondez, vous y répondez? Est-ce que vous y répondez systématiquement? Jamais. Vous ne répondez juste au mauvais, parce que ça arrive aussi, hein, on peut. euh, donc, c'est une vraie question sur le sujet. Euh, ok. Donc, on voit une majorité de personnes qui répondent systématiquement aux avis. Donc ça, c'est une vraie qualité, hein. C'est quelque chose sur lequel il faut rester. Ne pas regarder les avis clients et se dire que de toute façon, j'y réponds pas parce que les avis clients, globalement, sont des avis qui sont tronqués, des avis qui sont faux ou des avis qui seront juste faits pour venir détruire l'image. C'est faux, hein. Globalement, on sait, hein. Alors c'est bon, ok, c'est un chiffre de TripAdvisor, mais on sait que dans 75% des cas, les avis clients sont plutôt des avis qui sont positifs, qui sont là pour faire les choses. Et l'une des bases de la fidélisation, c'est de c'est simplement de savoir, une des bases de la fidélisation, pardon, c'est de répondre donc systématiquement à tous les avis clients. Pourquoi on répond systématiquement? Ben, tout simplement parce que le client ou le consommateur ou le touriste a pris le temps déjà de s'occuper de vous. Et donc, euh, c'est très très important. C'est comme si dans la rue, quelqu'un vous faisait signe ou parlait de vous en bien et que vous ne le calculiez pas, vous ne le regardiez pas. Donc, c'est une des vraies choses à faire, c'est ben, de prendre le temps de systématiquement regarder à la journée ou à la semaine, hein, ça dépend de l'organisation, de votre organisation, mais de savoir répondre, de savoir enfin de répondre systématiquement. Et il y a des méthodes pour ça qui sont très simples. Alors je pense que vous les connaissez, mais c'est la première chose déjà, c'est d'humaniser la relation, c'est donc de remercier la personne en la nommant. Si c'est un avis positif, par exemple, quelqu'un qui dit j'ai adoré cet endroit et en plus les petits déjeuners les petits déjeuners sont très bons, hein, c'est de vous appuyer sur cette chose. Vous faites du marketing en répondant aux avis clients. Il faut vous dire une chose, quand je réponds à un avis client, je ne réponds pas à la personne qui a mis l'avis, je fais du marketing pour toutes les autres qui vont le lire. Donc, ça signifie qu'à un moment donné, si j'ai un avis client qui est positif, comme je disais, sur les petits déjeuners, qui sont très bons. Ben, on répond en disant merci beaucoup, donc on nomme la personne, merci pour cet avis, et on remet une couche sur cet avantage qui a été donné. C'est pas nous qui parlons de notre avantage, c'est quelqu'un, c'est une tierce personne, c'est un tiers qui parle de vous. Donc on remet un coup, on dit merci, effectivement, nos petits déjeuners, nous y mettons beaucoup de cœur, ce sont des petits déjeuners faits maison avec des confitures faites maison qui vont donner du sens à tout ce qui a été dit. Ce qui est important, aussi, lorsque c'est un avis client qui est négatif, c'est d'y répondre aussi. Et pourquoi? Ben, tout simplement, ben, comme je disais, pas pour répondre à la personne qui n'a pas aimé l'expérience. Et bon, ben, ça c'est triste, hein, une personne qui n'a pas apprécié l'expérience en venant chez vous, c'est malheureux. Mais c'est surtout, on va essayer de faire une réponse qui va concerner les personnes qui liront l'avis client ensuite. Donc on ne parle pas qu'à la personne. Nous, on va parler aux futures personnes qui vont lire cet avis client. Et donc, on va désamorcer la problématique.
on va venir renforcer et y répondre pour montrer que on a pleinement conscience alors soit c'est d'une expérience ratée, hein, il se peut que ce soit tout simplement, je sais pas, moi on est dans un restaurant, les personnes qui n'ont pas aimé. Alors déjà faites très attention dans les avis clients, on est tous sujets à ça, hein. En plus ça nous touche très fortement parce que c'est notre activité, c'est notre bébé. Mais quelqu'un qui dit dans un restaurant, ça arrive souvent, c'était pas bon. Bon, ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout quantifiable. Ça n'a pas réellement d'intérêt. Mais il faut y répondre quand même en disant, bah, je suis désolé que vous n'ayez pas aimé notre repas. Euh, Pourtant, notre chef qui a X années d'expérience, qui fait des produits frais, qui travaille, vous voyez, il faut répondre avec des choses qui vont venir gommer les potentielles peurs des clients à venir. En répondant à un avis client négatif, on va venir essayer de faire du recrutement des nouveaux. Donc voilà, en tout cas on pourra rééchanger là-dessus si vous le souhaitez enfin, mais j'espère que vous avez compris la méthode, mais c'est surtout de se dire que on répond systématiquement à tous les avis parce qu'ils sont importants. Et proposer des offres au bon moment, bah, en fait, à un moment donné, lorsqu'on veut fidéliser ou tout simplement gérer la relation avec ses clients, il est très important de communiquer avec eux au bon moment, au bon endroit, enfin, de manière qui soit optimale. Donc, globalement, dans la fidélisation, on dit que les programmes tournent autour des 3 R, qui sont récompense, reconnaissance et romance. Romance avec enfin des guillemets autour. La première des récompenses dans la fidélisation, c'est la récompense transactionnelle, c'est-à-dire que c'est ce qui est souvent utilisé. Je ne suis pas nécessairement le plus grand le plus grand amateur de ce type de transaction, mais c'est de dire bah, on va permettre, si vous revenez, on va vous faire un prix, ça coûtera moins cher parce qu'on veut que vous fidélisez. Ça c'est bien, mais il faut faire attention dans le transactionnel à ne pas réduire la valeur perçue du produit ou de son service. Je m'explique. Je préfère que, à un moment donné, juste excusez-moi, pour moi la fidélisation aujourd'hui, on n'est plus comme, on l'a dit, comme on est vraiment dans la personnalisation et dans la vitesse d'exécution, on remercie très très vite quelqu'un qui est fidèle. Quand on est dans le tourisme, quelqu'un qui revient une deuxième fois, c'est déjà un acte de fidélité. Donc on peut déjà faire quelque chose pour lui. On peut déjà essayer de faire un acte de fidélisation. On n'attend pas 4, 5 fois, où on n'est pas des vendeurs de pizza, hein, à dire si tu viens 10 fois, tu auras une pizza gratuite. On va très très vite à essayer de récompenser. Et dans le transactionnel, donc s'il y en a qui font, c'est qu'ils vont faire par exemple une ristourne, dire bah, si vous revenez, c'est 10%. Ou des choses comme ça. Personnellement, je suis pas convaincu de ce genre de choses parce que ça dévalorise le produit, ça dévalorise le service ou simplement l'établissement. Pour moi, la récompense transactionnelle, dans ces cas-là, c'est d'apporter un plus, une valeur ajoutée qui sera offerte. Par exemple, si vous aviez différents types types de chambres dans un hôtel, c'est de passer à la version supérieure au même prix qu'une version normale. Ça peut être, si vous revenez dans mon gîte, j'offre un petit panier qui vaut un petit peu et qu'on offre. Comme ça, en fait, ça permet de rationaliser les coûts surtout et de ne pas baisser en fait la propre valeur intrinsèque de son produit, mais de venir ajouter au même prix. Et ça, c'est important pour moi. La reconnaissance, c'est l'identification et la personnalisation. Par exemple, dans un restaurant, quand on a un client fidèle, c'est de connaître ses habitudes. Et c'est pareil dans un gîte ou dans des choses comme ça. C'est parce qu'on a eu une visibilité un petit peu de sa façon de fonctionner et on a su positionner la personne. Et on se dit, je sais aujourd'hui, je vous ai reconnu, vous êtes bien monsieur Grégory Jarose, super. Et je sais que vous aimez votre salade dans une assiette différente du plat parce que vous n'aimez pas que votre salade elle chauffe, je la mets toujours à côté. Et ce, avant même que le client le demande. Si vous avez eu l'occasion de découvrir vos clients en tant que gîte ou en tant qu'hôtel avec où la personne demandait quelque chose de particulier parce que vous avez eu le temps de discuter avec elle, vous avez eu le temps donc de très rapidement la cerner et de la positionner dans une segmentation client, c'est de lui offrir en amont la personnalisation qu'elle pourrait souhaiter parce que vous l'avez connue. Et ça, c'est vraiment très touchant pour un client ou pour un consommateur.
Et enfin, ben, c'est la romance, la valeur, l'attachement. Ben, et c'est pour ça que c'est très important d'avoir un site internet et d'avoir des réseaux sociaux. C'est que vous allez, tous vos produits, tous vos services, toute votre activité va être aussi basée sur des valeurs, sur des choses que que vous allez transmettre. Et ça, c'est ces messages qui vont toucher ou pas vos futurs clients. Et parfois, simplement, des clients vont revenir parce que les valeurs que vous prodiguez, parce que vous êtes dans le slow tourisme, par exemple, ou dans le tourisme, je sais pas, hors connexion, on sort un peu du tout Wi-Fi, on veut apporter des, de la simplicité. Eh ben, c'est des valeurs qui vont toucher les personnes. Les petits déjeuners bio, c'est des valeurs aussi qui vont toucher et qui donc va être une forme de possibilité de fidélisation parce que les gens vont épouser vos valeurs et vont être attachés à à votre activité. Donc, globalement, hein, la fidélisation client commence donc par le début du parcours client. Toute la connaissance client va emmener vers la fidélisation. La fidélisation, comme je disais, ce n'est juste qu'un résultat. On ne peut pas se dire, je vais juste faire de la fidélisation client, c'est parti, je lance un outil, basta pour le sujet, et ça va aller très très vite. Non, c'est une vraie connaissance accrue du client et de son parcours. Et donc, son parcours, ça signifie qu'on doit le connaître pour communiquer. Et là-dessus, je voudrais juste faire un focus sur les trois moments de communication d'une marque ou d'un établissement. Le premier, c'est le moment commercial. On parle souvent d'événements commerciaux. Par exemple, quel est le restaurant qui ne parlera pas de la Saint-Valentin, par exemple? Donc ça, c'est un événement commercial, c'est un moment commercial majeur. La fête des mères, la fête des pères, la fête des grands-mères. Donc tout ça, c'est un événement c'est un grand marronnier, un événement de marché. Et donc, vous allez communiquer à ce moment-là. Mais vos concurrents également. Parce qu'en fait, tous vos clients s'attendent à cette communication. Si on vend des jouets, ben, on doit parler à Noël. Si on vend du chocolat, on doit en parler à la Saint-Valentin, à Pâques. Vous voyez? Donc, vous allez communiquer à des grands moments importants, mais en même temps, vos concurrents également. Donc, vous allez être noyé dans un format dans un format où il y aura une surcommunication. Mais vos clients s'y attendent. Après, il y a vos moments de marque qui sont strictement liés à votre activité. Ça va être donc, par exemple, l'anniversaire de la création de votre entreprise ou de la constitution du gîte ou du camping, peu importe. Ou simplement, vous avez une nouveauté produit, vous avez un nouveau service. En tout cas, vous avez quelque chose à dire à vos clients. Mais eux ne sont pas nécessairement disposés à vous écouter parce que vous allez communiquer, c'est en fin de mois, c'est l'anniversaire, venez chez nous. Est-ce qu'ils seront disposés à écouter? Parce qu'en fait, vous serez les seuls à communiquer, c'est top, mais peut-être que votre clientèle ne sera pas disposée à ce moment-là. Ce qui est important, surtout, c'est de penser au moment client, de penser et c'est là où la GRC est importante, c'est lié à ses événements personnels, à son cycle de vie, éventuellement à son comportement avec vous. En tout cas, c'est un moment où le client là sera en attente et il sera disposé à vous écouter. Donc, par exemple, quand on parle lié à son cycle de vie, c'est simplement un anniversaire. Envoyer un message lors d'un anniversaire client, il y en a beaucoup qui le font, c'est un petit message qui vous permet de garder le lien avec eux, qu'on soit en pleine saison ou pas. De la même manière, le moment client, on l'oublie assez souvent. J'entends beaucoup d'offices de tourisme qui disent, comme on fait des sites internet, qui nous disent, oui, nous on veut que le site internet soit prêt pour la saison. Très bien, c'est une excellente idée. En revanche, à quel moment est-ce qu'un client commence à réfléchir à ses vacances? Certainement pas en saison, il est trop tard. Ça signifie que il faut savoir communiquer en amont, dans le parcours client. Par exemple, pour revenir plus précisément, on sait globalement qu'un client enfin un futur client ou un futur touriste, juste après les fêtes, en janvier-février, il va commencer à se dire, allez, ça y est, les fêtes sont passées, je vais commencer à penser à mes vacances, donc il va être en mode rêver, ici, tout en haut, à midi là. Il sera plutôt en mode, j'ai besoin de vacances, c'est quoi les vacances cet été? Et donc il va commencer à rechercher, à regarder. Et c'est là où c'est important que vous soyez en train de communiquer à ce moment-là. Parce que si vous communiquez qu'en saison, il sera trop tard. Ça veut dire que parce que vous êtes présent au moment où
au moment où il sera dans une démarche de recherche par le web, donc votre site internet qui est déjà prêt en janvier-février, par les réseaux sociaux, parce qu'il sera déjà inscrit sur votre page, parce qu'il est venu, vous allez reparler un petit peu de ce qui s'est passé. Dès l'hiver, on peut déjà parler de l'été. Et trop souvent, on l'oublie, notamment sur des destinations qui travaillent beaucoup l'hiver et l'été. On va focaliser sur, c'est l'hiver, on parle du ski, on parle du ski, on parle du ski, par exemple. Mais commencez aussi à parler de l'été, redevenez inspirationnel, redevenez dans la séduction pour l'été, parce que c'est à ce moment-là que les personnes commencent à rechercher pour leurs vacances. Et ça, on a trop tendance à ne pas à oublier la communication à ce moment-là où le client, lui, est complètement ouvert sur la réservation de ses vacances d'été. Et donc, c'est important que vous soyez tout le temps bien en communication au moment où eux en ont besoin. Viendra ensuite le moment, et bon, ils chercheront hein, sur Google, ils vont comparer les prix. C'est pour ça que c'est important de fidéliser, parce que moins ils observeront moins les prix, et ils planifieront. Et sans doute, ils referont un premier contact pour vous demander soit une demande d'information, soit une demande de réservation éventuelle. Et c'est là où vous pouvez répondre, évidemment, sur la demande sur le premier contact. Commencez tout de suite à poser des questions sur le type de personne que ça peut être, afin de vite pouvoir repérer dans quelle segmentation de vos clients elle peut être. Et donc, c'est répondre, par exemple, que l'établissement est libre à ce moment-là, avant la réservation, et leur poser quelques questions pour savoir s'ils viennent avec des enfants, s'ils viennent pour des événements sportifs. En fait, c'est pas très grave de poser des questions. Ce qui est grave, c'est de pas en poser parce qu'on est certain qu'on n'aura pas de réponse. Mais poser quelques questions de manière sympathique et souriante, ça permet d'avoir une meilleure connaissance du prospect. Viendra le moment où il réservera. Vous pouvez encore, au moment de la réservation, alors que ce soit par téléphone ou par mail, repositionner encore une fois de l'information en amont qui va être entrante pour vous ou descendante. Vous allez pouvoir encore poser des questions et lors de la réservation, si vous avez déjà vu un peu dans quelle segmentation client le prospect est mis, de lui envoyer des informations particulières. Je m'explique. Vous avez compris que les personnes sont plutôt une famille de sportifs qui a envie de une famille de sportifs qui a envie de bouger pendant les vacances. Lors de la confirmation du rendez-vous, de la réservation, pardon, excusez-moi, vous pouvez très bien commencer à mettre des liens ou simplement des photos en disant, vous savez que cet été, pendant la période où vous serez là, il y a telle chose qui aura lieu, telle chose. Ça signifie évidemment avoir une petite notion d'agenda, mais en tout cas, ça va permettre encore une fois, de leur donner tout de suite de la personnalisation et vous seront reconnaissants. Donc viendra donc le moment où ils auront réservé, ils achèteront. Il y aura le moment où ils arriveront chez vous, donc le pré-accueil. C'est le moment zéro de l'accueil de la GRC. C'est donc, on est en direct, on les voit et le contact passe. Donc là, vous allez pouvoir encore une fois finaliser toute l'identification que vous aviez faite. Vous allez pouvoir maintenant la voir réellement, voir, ah oui, ok, c'est donc une famille avec les parents, avec 2 enfants, tel âge, et qui va vous permettre aussi, à un moment donné, de réussir à positionner vos messages de personnalisation. Puis viendra le séjour, donc là, pour les offices, c'est à ce moment-là où les personnes vont pouvoir venir de manière physique, mais globalement, hein, vous le savez aujourd'hui, ils auront pris énormément de leurs informations en amont. Alors s'ils viennent, c'est déjà une belle chose, hein. Vous allez pouvoir encore faire plus d'accueil particulier avec des conseils avisés. Une fois que les personnes auront visité, auront fait leur séjour, vous pouvez leur envoyer un message de remerciement, vous pouvez les contacter pour les remercier de leur visite, c'est toujours sympathique, et surtout déclencher la vie client. Hein, on voit que trop souvent, des établissements ou des structures n'osent pas demander l'avis client. On a l'impression de quémander, on a l'impression oui, c'est ça, de mendier un avis client, on a peur que ce soit mal perçu, mais ce qui est sûr, c'est que si vous ne demandez pas l'avis client, vous en aurez beaucoup moins. On sait que on multiplie par 7 le nombre d'avis clients lorsqu'on les demande. Donc c'est très très important de pouvoir de les demander. Et ces avis clients, comme je l'ai dit, hein, ils peuvent arriver sur les réseaux sociaux, sur TripAdvisor ou sur Google. Globalement, hein, essayez de vous focaliser sur une série très importante de réseaux. Ça sert à rien d'essayer de tous les couvrir. On va pas passer par Yelp et tout ça. Vous n'allez pas couvrir les 75 différents sites d'avis
Par contre, fixez-vous quelques-uns dans votre stratégie en disant bah, systématiquement sur Facebook, Google+, enfin pas Google+, pardon, sur les avis Google et sur mon site internet et sur TripAdvisor, je regarderai et j'y répondrai. En tout cas, le déclenchement de l'avis client, on leur pose la question, on est dans les valeurs et ça nous permet en fait de s'assurer que nos touristes ont bien apprécié. Ça signifie donc qu'il faut être présent partout et à tout moment dans le parcours client. Comme on l'a dit, site web qui est bien prêt, qui donne des valeurs qui sont intéressantes, euh, avec des valeurs qui concernent la cible client, mais surtout sans dénaturer et sans tricher. Quand je parle de dénaturer et tricher, c'est évidemment pas volontaire, c'est pas vous qui allez faire des mauvais messages. Mais n'oubliez pas que votre offre a peut-être changé et qu'elle concerne d'autres personnes. Donc si vous êtes dans un endroit où il y a une forte activité, n'essayez pas de dire qu'on va faire du tourisme, du slow tourisme ou du tourisme pour la famille. Moi, j'ai vu une destination qui voulait à tout prix devenir un spot de kitesurf à la mer. Et pourtant, cette destination était plutôt perçue comme une destination familiale, même voir les grands-parents qui emmenaient les petits-enfants. Et donc, si vous dénaturez ce que vous êtes réellement, vous n'allez pas vraiment pouvoir vraiment parler à vos clients. Les réseaux sociaux, attention, les réseaux sociaux ne sont pas discriminants, ils sont simplement inspirants. Je vais jamais chercher mes vacances d'été en tapant dans Facebook vacances en Isère. C'est bien par le biais d'un site internet et de Google. Les réseaux sociaux sont juste là pour inspirer et amener des valeurs, amener des photos, des choses qui sont dans l'émotion et qui vont donner envie de venir. Hop. Donc je suis déjà là un peu plus loin, j'avance. Dans les outils de fidélisation, on parle donc des réseaux sociaux, mais également des newsletters, du mail. Moi, je suis convaincu que le mail a encore une grande valeur aujourd'hui. C'est sûr que tout le monde ne lit pas ces emails. Hein, on sait que la moitié des emails reçus ne sont pas lus. Pourquoi? Bah, en fait, c'est parce que souvent l'objet du mail est mal fait. On n'est pas assez précis. Donc, à vous de travailler sur l'objet du mail, vraiment avoir quelque chose qui corresponde complètement à la cible, de bien travailler. En fait, la newsletter ou le mail en lui-même est important, mais surtout l'objet, parce que c'est la première chose qu'on lit. Moi, je suis convaincu que le mail a encore son utilité, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a une page de réseaux sociaux, par exemple Facebook, eh bien, on va communiquer, mais lorsqu'on met quelque chose sur sa page, globalement, on touche 5% de son audience. Et ensuite, grâce à l'algorithme de Facebook, si la communication passe bien, ça va augmenter, mais seulement 5%. Or, si j'envoie un email, il sera dans toutes les boîtes. Peut-être que les gens vont pas le lire, mais en tout cas, on est certain que dans toutes les boîtes, ce sera mis. Et à vous, après, de bien soigner l'objet du mail et de personnaliser et d'humaniser votre email et surtout d'être très intéressant. Donc, c'est là où on parle de segmentation. Ça sert à rien, moi qui ai des enfants de 19 et de 15 ans, de commencer à me parler des promenades pour les petits. C'est parce que vous aurez bien segmenté vos clients, parce que vous aurez analysé au moment où vous les aurez vus, que vous saurez leur communiquer les bonnes choses au bon moment. Susciter l'avis client, donc on en a parlé. Hein, moi, je suis convaincu qu'il faut y répondre systématiquement, mais pour les raisons pour lesquelles j'ai déjà évoqué. Il existe dans les outils, pour terminer, quelques outils de CRM qui sont HubSpot, pardon, et surtout des outils d'email, parce que moi je suis convaincu que les outils ne sont qu'un faire-valoir de votre activité. Donc moi par exemple, je sais que je privilégie pour les petites structures des outils d'emailing qui permettent la segmentation client, type Mailchimp, Mailjet, Sendingblue ou Sarbacane, qui sont des outils qui permettent d'envoyer des mails mais qui permet déjà une segmentation client. Ça veut dire que vous allez pouvoir choisir au moment où vous envoyez votre mail un type de cible. Donc ça fait que vous allez envoyer des mails qui pourront être distincts. Et ça veut dire que vous n'enverrez pas à des familles avec des jeunes enfants les mêmes messages qu'à des sportifs d'une trentenaire. Et ça, comme ça, vous êtes sûr que vous allez toucher les bonnes cibles. Et donc, des outils comme Mailchimp, Mailjet ou même Sendingblue sont aujourd'hui des outils qui sont gratuits selon un certain nombre d'envois. Donc, pour les offices de tourisme, c'est un peu plus compliqué, mais pour des activités qui sont plus petites, utilisez ce genre de choses. Vous pouvez déjà faire de la GRC, de contrôler ce genre de messages très simplement avec des outils gratuits. En tout cas, comme je l'ai dit, ce n'est pas que l'outil, hein, c'est bien le fond et l'humanisation que vous allez mettre derrière qui est au cœur de votre métier. J'en ai terminé pour ce sujet. J'espère, alors c'était un petit peu compliqué, hein, je vous avoue que c'est pas très facile de parler seul, sans personne. J'ai été un peu perturbé par les messages.
que j'ai essayé de ne pas lire, mais ça reste difficile. J'espère que ça vous a intéressé et je vois qu'il y a pas mal de questions, donc on va pouvoir passer à ce moment. Merci beaucoup Grégory pour cette présentation. Donc effectivement, il y a eu quelques questions et puis quelques remarques. Donc on peut commencer par celle de Muriel, un des gîtes du chalet à Autran, qui indique que le problème est d'arriver à recueillir les avis des clients en fait. Oui, alors effectivement, et ça j'en parlais, il faut vraiment pas hésiter à demander. C'est sûr que si on ne sollicite pas l'avis client, on sait que dans un cas sur 10 seulement il sera donné. Que si on le sollicite, ça va être multiplié par 7 le nombre d'avis clients. Donc, mais alors c'est d'en parler, hein, lorsque vous êtes en contact visuel, vous pouvez dire si l'expérience vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit mot sur la page Facebook. Si vous trouvez que c'est trop intrusif, trop difficile à faire, que c'est trop direct comme marketing ou comme acte, vous pouvez tout simplement mettre dans les endroits de passage, n'hésitez pas un petit papier ou un message en disant n'hésitez pas à laisser un avis client à tel endroit. Voilà, j'espère. En tout cas, c'est sûr que c'est un acte. Ça doit être une demande, ça doit être fait. Si vous laissez simplement les personnes mettre un avis, si vous ne les sollicitez pas, ils le feront pas systématiquement. Celui où on voit le plus d'avis clients, je trouve que c'est quand même Airbnb parce qu'il relance beaucoup la clientèle. Donc à vous de faire la même chose. Merci Grégory. Donc là, Béatrice nous dit, je réponds aussi régulièrement, mais pas systématiquement. Suivant les formations que j'ai suivies, certains disent qu'il faut le faire systématiquement, d'autres pas. Et l'avis de Grégory, qu'en est-il? Voilà, c'est pour ça que moi je dis tout le temps, et c'est vrai qu'en préambule, d'habitude, en formation, moi je le dis, c'est que tout ce que je dis, on est dans l'échange. C'est vous qui avez les bonnes solutions. C'est pas dogmatique ce que je dis. Moi, c'est mon avis, j'en suis convaincu. Moi, je suis personnellement convaincu qu'il faut répondre à tout. Maintenant, c'est vous les professionnels. Vous êtes chez vous. Voilà, c'est vous qui aurez raison dans tous les cas. Ce que je peux dire simplement, c'est que je pense que en ne répondant pas à tout le monde, vous risquez justement de perdre ce contact et de perdre cette humanisation que vous avez, ce moment de relation avec vos clients qui est pourtant la meilleure des choses à faire. Donc, soyez accessible et répondez systématiquement. Voilà. Moi, c'est ce que je vous conseillerais. Christine de l'Office de tourisme Dombes-Côtières Tourisme qui nous indique qu'il est difficile de répondre sur toutes les plateformes. Comment avoir connaissance de tous les avis clients relatifs à notre structure? Alors, là-dessus, c'est vrai que c'est difficile. En plus, il existe pléthore de plateformes. Moi, je pense que faites-vous votre avis. Encore une fois, c'est vous les grands professionnels. Dites-vous simplement sur quelle plateforme vous voulez être présent. Et à partir du moment où vous êtes fixé ces objectifs, vous les conservez et vous n'en démordez pas. Les réponses faites aux mauvais avis ne sont-elles pas défavorisantes? Non, au contraire. Moi, je pense que c'est justement comme ça qu'on éteint un feu. Comme je disais, si quelqu'un explique je suis déçu, les matelas étaient trop durs, voilà, encore une fois, c'est une expérience qui n'est pas la bonne. Vous remerciez la personne en la nommant. Merci, je sais pas, merci Martine. Je suis désolé que le matelas ne vous convienne pas, mais sachez que nos matelas sont des matelas qui ont moins de 2 ans, qui sont anti-acariens et qui ont effectivement une portée un peu ferme. Voilà. En tout cas, ça permet surtout aux personnes. N'oubliez pas que le tourisme, c'est quelque chose où oui, si, le choix touristique, c'est quelque chose qui est très important et qui est très effrayant. Quand on sélectionne nos vacances ou simplement même un week-end, je vais emmener ma chérie, est-ce que ce sera pas trop romantique? Est-ce que ce sera trop romantique? Est-ce que il fera assez beau? Enfin, c'est quelque chose qui est très, très anxiogène, le choix d'un lieu de vacances ou d'un lieu de week-end. Donc, au plus vous allez donner d'informations, au plus vous allez éteindre tous ces caractères anxiogènes qui sont mis. Alors, une autre question. Oui. Pardon. Ça va, je suis Vincenta, j'espère que j'ai bien dit votre prénom. Les bons avis sont plus difficiles à obtenir que les mauvais, je pense. Alors ça, je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel on s'arrête. C'est parce qu'en fait, c'est aussi très culturel. Je pense qu'on retient beaucoup plus les mauvais avis parce que ça nous toucherait fortement.
Mais je pense très sincèrement que si on sollicite les personnes, on aura beaucoup plus de bons avis que de mauvais. Euh, N'oubliez pas, c'est pour ça que je prône et que je conseille de demander beaucoup les avis clients et de ne pas hésiter à les demander systématiquement, parce que vous verrez que beaucoup plus de monde de cette là vous en donnera. Comment avoir un avis pour des clients qui, lors de leur départ, se disent très satisfaits, mais une fois rentrés chez eux, ne répondent pas? Bah, c'est parce qu'effectivement, il faut traiter, et ça, on le sait tous, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Donc, très, très vite, c'est pour ça qu'il faut leur dire, il faut leur demander tout de suite, écrivez un avis. Euh, Dès que vous êtes le plus simple à demander, et c'est pourtant le plus difficile parce qu'on a toujours une forme de timidité où on n'ose pas vraiment, mais c'est bien de dire, laissez un avis de vive voix, yeux dans les yeux, en disant, bah, n'hésitez pas. Après, fatalement, effectivement, il y en a qui vont pas le faire parce qu'une fois rentrés chez eux, ils seront rentrés dans leur quotidien. C'est comme nous, hein, quand on fait une formation ou qu'on suit une formation, on revient, on a plein de bonnes idées, on se dit, je vais faire ça. Et une fois que le quotidien est revenu, ben, on a plus le temps ou on le met de côté. Donc, fatalement, bah, un client, c'est pareil. Comment ne pas être intrusif en gardant le lien avec les clients? Ben, je pense qu'en fait, on a toujours, encore une fois, c'est la propre réserve qu'on se mettra. Être intrusif, pensez-vous quand vous êtes client, vous avez un caractère intrusif, c'est quand vous trouvez que c'est pas demandé au bon moment. Si c'est demandé au bon moment, ce sera pas intrusif. Si c'est au moment où une personne prend des informations et que vous leur posez quelques questions complémentaires, ça aura du sens. Là où c'est intrusif, c'est quand on est sur des questions qui sont faites à mauvais escient dans le parcours client. Il est souvent difficile de garder le contact avec tous les clients. On s'aperçoit que seul un petit nombre d'entre eux continuent à garder le contact. C'est d'autant plus vrai avec une clientèle de professionnels. Effectivement, mais ça c'est clair, hein, c'est pour ça que la fidélisation est un vrai enjeu. C'est parce qu'il est difficile justement de conserver, de conserver le contact avec eux. Et c'est là où aussi, ben, c'est important de mettre toute cette relation. C'est par des petits gestes, c'est parce qu'on va parler aussi de sa page Facebook, de dire ben, restez en contact avec nous. Vous verrez qu'on on a plein de choses à raconter. Mais évidemment, loin de moi de dire qu'aujourd'hui la fidélisation client est facile. Ce que je veux dire, c'est juste simplement simplement quelque chose qui est du bon sens et c'est pour ça que vous savez bien le faire. Mais c'est juste d'oser et d'aller un peu plus loin. À tout cela s'ajoutent effectivement les obligations du RGPD. Alors moi, je vais vous dire une chose, je trouve que le RGPD, c'est pas un mal, et surtout, et pas pour la protection, enfin parce que je pense qu'il n'y a jamais personne qui a voulu avoir à part Facebook ou des grosses entreprises qui ont voulu avoir des informations à des mauvaises fins. Mais c'est simplement que je pense qu'il y a eu une course à l'information et trop d'informations tue l'information. Avoir tout un tas d'informations précises sur nos clients, à quoi ça sert? Quelles seront les informations réellement importantes que vous allez utiliser? Euh, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Et vous allez voir qu'en définitive, les bonnes informations, il y en a très peu. Peut-être la date de naissance pour envoyer un message à l'anniversaire, parce que ça touche, et on est dans le parcours client. Peut-être de connaître l'âge des enfants pour pouvoir avoir des informations qui sont pertinentes, mais encore faut-il qu'elles évoluent. Je sais que moi j'ai un collègue qui allait dans un endroit il y a quelques années et avec les enfants en poussette, il continue à recevoir aujourd'hui des newsletters sur les enfants en bas âge. Ça veut dire qu'on n'a pas pris en compte du tout l'évolution des enfants en fait et de leur âge. Donc aujourd'hui, ça ne le touche plus. Donc trop d'informations tue l'information. Restez bien simplement des, euh, sur des choses très simples et très humaines. La collecte d'avis, leur faire sur le site au moment du départ sur une tablette me paraît idéal. Exact. Par exemple, ça peut être très très bien. À ce moment-là, laissez un avis tout de suite. Mettre une tablette à dispo dans le gîte serait une très bonne idée, effectivement, pour David. Toutes ces choses-là, en fait, des choses simples. N'oubliez pas aussi, c'est de faciliter les échanges. Au plus ce sera simple, au plus ils le feront. Ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a quitté l'endroit, bah, ça redevient difficile de prendre son téléphone, de le refaire. Donc faites-leur faire en ce sens-là. Comment répondre à un avis défavorable à cause du temps, par exemple la météo? Ben, là, simplement, on peut aussi parfois dans les avis clients utiliser l'humour. Hein. Et comme je le disais, n'oubliez pas qu'un avis défavorable, souvent, on ne répond pas réellement à la personne, on répond aux prochains qui vont lire.
Donc, en utilisant, en étant désolé que le temps était mauvais, ça fera sourire les clients potentiels qui viennent lire l'information parce que tous savent très bien, à part la personne qui a pété un câble parce que ses vacances n'ont pas été bonnes parce qu'il a fait mauvais, mais globalement, tout le monde sait très bien que c'est pas de votre faute, donc on n'y peut rien. En revanche, vous pouvez très bien, quand vous êtes une destination un peu plus large, de dire que vous avez aussi, comme ça peut faire peur, il y a la Bretagne, par exemple, avait mis, ou l'Irlande avait mis des stratégies de communication autour de, quand vous venez chez nous, au moins on sait quoi faire quand il pleut. Parce que, comme il pleut régulièrement, on a des choses à proposer. Que quand c'est dans le sud et qu'on est censé partir pour une semaine de beau temps et qu'il fait mauvais, et comme les infrastructures sont pas prêtes, y a très peu de choses à faire dans le sud quand il pleut. Alors qu'en Bretagne, on est plus habitué. Ou dans le nord, comme chez moi. Euh, voilà. Est-ce que le livre d'or est une des solutions pour recueillir des avis? Dans tous les cas, alors ça dépend entre le livre d'or. Il y a deux choses. Il y a le livre d'or qui est à la maison, et celui-là, dans tous les cas, vous verrez, vous noterez le nombre de personnes qui regardent toujours les autres avis qui ont été émis avant sur le livre d'or papier. Et c'est la même chose sur un livre d'or sur un site internet. Si vous avez mis en place un livre d'or sur un site internet, consultez-le et répondez-y. En tout cas, effectivement, ça peut éviter, ça dépend encore du type de clientèle. Là, une fois de plus, on est vraiment dans répondre à l'avis client et correspondre à sa clientèle. Si on est dans une clientèle qui utilise beaucoup TripAdvisor, ça sert à rien de faire un livre. Si on est dans une clientèle qui est plus à l'ancienne et va venir sur le site mettre un petit mot, on le conserve. Dans tous les cas, il faut aussi savoir faire des renoncements. Ça signifie que d'avoir trop de choses et de vouloir courir trop de lièvres, c'est difficile. Pourquoi les avis sont dans un sens je suis désolé, je comprends pas réellement la question. Si ça signifie que les avis sont souvent négatifs, je pense que on le sait, c'est parce qu'il faut solliciter plus les personnes qui sont contentes. Comme ça, vous allez noyer le nombre à un moment donné, d'avis qui sont négatifs. Voilà, effectivement, Béatrice, je suis d'accord. En tout cas, la GRC, il faut peu d'informations pour être efficace. Parce que si on a trop d'informations, on est noyé sous le flot d'informations. Donc il vaut mieux, c'est à vous ne vous laissez pas avoir par les logiciels de GRC qui vous promettent qui vous promettent tout un tas de choses. Dites-vous simplement, pour moi être efficace, pour moi bien correspondre avec ma clientèle, c'est vous qui la connaissez, quelles sont les informations nécessaires dont j'ai besoin. Et vous allez voir qu'il n'y en a pas vraiment beaucoup, et ça vous permettra d'en avoir beaucoup moins et de mieux l'utiliser, mieux la travailler. Avez-vous des outils simples qui permettent de mettre à jour ces infos et de faire des rappels au bon moment pour le client, exemple anniversaire? À partir du moment où vous avez su avoir par exemple la date de naissance, un outil comme Mailchimp ou Mailjet ou Sendinblue, lui va vous permettre très simplement vous pouvez faire des systèmes d'automatisation et ça va envoyer le mail le jour J, un mail spécifique que vous appelez par exemple mail d'anniversaire et qui mettra, vous avez des champs que vous pouvez préparamétrer et qui dira bonjour Martine, nous toute l'équipe vous souhaite un joyeux anniversaire, n'hésitez pas à revenir nous voir, enfin patati patata. Donc ça existe, et c'est ces outils d'emailing qui permettent la segmentation client, qui permettent des automatisations de ce genre de choses. La reconnaissance avec la personnalisation, comment la faire? Comme je disais, à un moment donné, si vos clients, vous avez eu un contact avec eux et que vous avez vu qu'il y a des gestes ou des choses qui peuvent leur plaire, la personnalisation ou comme je disais, la reconnaissance, c'est simplement de se dire, si vous avez perçu la première fois que c'était des sportifs, c'est la personnalisation, c'est simplement de la fois où ils souhaitent revenir, donc hop, gagner, ils sont fidèles, ils sont revenus une fois, c'est peut-être de leur mettre à disposition des cartes de running ou des cartes GR en plus qui vont être complètement dans leur attente et pas ce qu'on laisse à tout le monde. La personnalisation est très très simple. Mon anniversaire, c'est le 16 décembre. Comment faire et envoyer une newsletter ou une carte de vœux? Encore une fois, Hervé, de la même manière, Mailchimp, Mailjet, Sendinblue sont des outils gratuits qui, pour nos activités, lorsqu'on ne dépasse pas un certain nombre d'envois quotidiens ou mensuels, donc quand on a une petite structure, qui vont très très bien vous faire ce genre de choses.
Le client se plaint d'avoir à la campagne, ah oui, d'avoir des mouches en été. Oui, oui, tout comme les clochers qui font trop de bruit et les coqs. Ça, malheureusement, c'est ce genre de moment où on peut utiliser l'humour et, comme je l'ai dit, un client qui lit cet avis client-là va pas donner caution à la personne qui l'a écrit en se disant, bah oui, parce qu'on le sait, quoi. Enfin, donc, je pense que de ce fait-là, simplement dire, ben oui, les mouches, ben on a la campagne, on a, je suis désolé, mais c'est aussi, et là, on parle des mouches qui sont présentes, on rappelle qu'on a la campagne, et ensuite on parle d'un avantage concurrentiel en disant, mais en même temps, même s'il y a des mouches, mais en tout cas chez nous, vous êtes au calme, vous êtes tranquille, vous prenez un bon bol d'air, patati patata, qui va faire que les clients qui lisent cet avis négatif, déjà vont lever les yeux au ciel en disant, bah oui, il y a des mouches, mais c'est normal, c'est la campagne. Et ensuite, vous allez reparler de ces valeurs qui vont toucher les personnes qui sont intéressées par la campagne, c'est-à-dire la tranquillité, l'authenticité. Et donc, ça, vous allez, une fois de plus, parler à eux et ne pas répondre qu'à la personne qui a mis un commentaire négatif. Que pensez-vous des livres d'or? Bah, les livres d'or, moi, comme je l'ai dit, ça dépend de votre clientèle. Il y a des personnes qui vont remplir des livres d'or, d'autres non. C'est encore une fois, pour moi, c'est vous qui connaissez vos clients, c'est vous qui savez si ça va les toucher ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous voyez qu'il n'y a aucune réponse sur les livres d'or, bah, il faut peut-être l'enlever et plus se consacrer sur les plateformes. Et si vous voyez qu'il y en a, bah, faut laisser, ça fait plaisir. Eh bien voilà, je vous ai transmis toutes les questions. Du coup, je suis en train de regarder à la fin si j'en ai. Non, non, voilà, on a tout traité. Donc bah, on a un petit peu dépassé au niveau du Désolé. temps. Merci. Non, non, on est encore nombreux dans la salle. Pour le coup, l'intérêt est là. Merci à vous tous pour votre présence. On vous envoie donc le questionnaire de satisfaction cet après-midi. Et puis, dans quelques jours, le replay ainsi que le support de présentation que Grégory vient de vous présenter. Merci à toi, Grégory, Merci. pour cette présentation très instructive. J'en profite juste pour vous préciser que pour le prochain web séminaire, donc le mercredi 20 novembre, je vous ai précisé que c'était à 10h et pas 11h exceptionnellement. Mais il y a une autre précision également à avoir en tête, c'est que celui-ci se destine plus vers les prestataires d'activités pour traiter du thème de la commercialisation en ligne. Voilà, c'est vraiment dédié aux prestataires d'activités et pas forcément aux hébergeurs. Voilà, écoutez, merci à vous tous. Très bonne continuation. Johan, si tu m'entends, Johan? Oui. Oui, 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 tout à fait. Ouais, non, j'allais faire la précision que tu as faite, donc rien de plus à ajouter. Merci à tous d'avoir participé, et puis on vous envoie du coup le replay et les slides et le lien pour vous inscrire au prochain web séminaire très prochainement. Voilà, merci à vous tous. Bonne journée. On va quitter donc la salle. Au revoir. Au revoir, Grégory, merci. Au revoir.